Salut à tous, aujourd'hui on va parler des alocasias et surtout comment en prendre soin et s'en occuper. Alors, déjà, où est-ce qu'on va acheter des alocasias? Alors, pour tout ce qui est des alocasias dites communes, on va partir sur de la jardinerie standard, etc. où vous pourrez trouver de la cucullata, de la stingray. Pour toutes les alocasias qui sont un peu moins communes, voire très rares, on va partir sur par exemple les groupes comme Facebook où on peut du coup faire de l'échange, voire acheter en fait tout simplement les bébés ou les plantes adultes directement dessus. Donc on a quand même déjà une variété plus large en fait d'alocasias trouvables. On peut aussi aller sur des sites spécialisés. J'ai fait quelques unboxings justement où on trouve des alocasias qui sont un peu plus rares. Mais on peut également faire appel à l'importation. J'étais censée le faire, ça s'est pas fait. Je flippe grave. T'arrêtes de faire du bruit toi? Du coup voilà, l'importation c'est quand même assez risqué et je crois que je suis pas encore prête pour ça. Mais voilà, on sait très bien qu'en Indonésie et dans ces pays-là, on peut vraiment avoir des plantes très rares et pour vraiment pas très cher comparé à en France. C'est-à-dire que même le coût de la plante là-bas avec le coût de l'importation, son passeport phytosanitaire, etc., ça revient moins cher que de l'acheter en France. Donc ça peut valoir le coup clairement, mais faut pas tomber sur une arnaque, c'est juste ça. Ensuite, on va parler de l'emplacement. Alors, l'emplacement, pour les alocasias, ça va être de la lumière directe et indirecte. En fait, tout va dépendre un petit peu de la plante et surtout pas du tout de soleil. Voilà, clairement, le soleil, elles aiment pas ça. C'est le meilleur moyen pour la faire cramer. Par exemple, vous pouvez les sortir en été, mais elles doivent être à l'ombre ou sous un arbre, enfin, genre à l'ombre d'un arbre en tout cas, ou d'une grosse plante. En tout cas, elles doivent pas du tout être en contact avec le soleil directement, c'est mort. Attention aussi, si vous avez vos plantes qui sont dehors, vos alocasias dehors, vous devez faire très attention si vous êtes dans une région où les températures peuvent vite chuter. Les alocasias, c'est comme les monstera, elles doivent être entre 18 à 25 degrés. Ça reste des plantes tropicales, elles ont besoin d'avoir un certain seuil de température. Si ça descend en dessous, vous allez avoir les feuilles qui vont tomber. Donc, lumière directe, indirecte. Je vous remettrai les mêmes petits schémas que quand j'avais fait la vidéo pour les monstera pour voir vraiment l'explication de la différence entre les différents types de lumière. Ensuite, l'arrosage. Alors, l'arrosage, on va partir sur de l'arrosage déjà avec de l'eau à température ambiante. On va aussi arroser quand même assez régulièrement. On va partir sur du 2 fois par semaine en été et environ tous les 10 jours en hiver. Après, ça dépend. Perso, je peux pas faire tous les 10 jours sinon mes plantes meurent. J'ai essayé en début d'hiver, j'ai eu un nombre de morts assez impressionnant. C'était une hécatombe. Elles ont pas du tout kiffé parce que chez moi il fait mais super chaud et du coup très sec aussi à cause du chauffage. Donc malgré les 3 humidificateurs qui tournent en permanence, et bah ça a pas suffi. Voilà, faites très attention. L'arrosage, c'est, voilà, on dit tous les 10 jours en hiver, mais à condition que vous ayez quand même un taux d'humidité à au moins 60% constant en fait. Si vous avez moins parce qu'il fait trop chaud chez vous, ben vous devez vous adapter et arroser plus souvent. C'est pareil, on va vaporiser aussi de façon très régulière le feuillage des alocasias. Moi je fais tous les jours, pareil pour la même raison, c'est que il fait trop sec. Donc soit vous allez vaporiser le feuillage avec le vaporisateur, donc comme ça, soit vous partez sur un humidificateur comme... Hop. Un humidificateur de ce type là ou autre, ils ont tous un peu leur puissance, etc. Donc ça après c'est à vous de voir ce que vous voulez en fonction du nombre de plantes que vous avez aussi à humidifier. Mais dans un contexte comme celui-ci où il fait très chaud, très sec, je fais les deux. C'est-à-dire que malgré les 3 humidificateurs qui tournent en permanence, j'ai aussi ça là pour vaporiser le feuillage, même s'il y a les humidificateurs. Voilà, le taux d'humidité doit rester à 60% quoi qu'il arrive. Pour finir avec l'arrosage, il est important par exemple de stopper l'engrais en hiver. Là, nous sommes en hiver, surtout ne mettez pas du tout d'engrais dans vos arrosages. En revanche, à partir du printemps et de l'été, vous pouvez recommencer à mettre de l'engrais liquide dans votre arrosage. L'engrais dans l'arrosage, on part sur à peu près 2 fois par mois. Pas non plus à chaque fois, il faut quand même que vous laissiez le temps un peu à votre plante d'absorber votre engrais, sinon vous allez potentiellement la brûler, je crois, s'il y a trop d'engrais. Donc on va éviter, le but c'est de la nourrir, ouais, mais pas de la tuer. Comme on dit toujours, le trop est l'ennemi du bien, donc on y va mollo sur l'engrais quand même. Ensuite, on va arriver au printemps.
Au printemps, c'est là où on va déjà rempoter la plante. Au besoin, hein, si votre plante elle a grandi, après si elle a stagné, ma foi. Mais checkez quand même vos racines, de sorte à pouvoir rempoter votre plante si elle a besoin. Et surtout, avec les alocasias, ce qui est magique, c'est qu'au printemps, on a toujours plein de surprises. On a donc les bulbilles, mais on a donc aussi des rejets. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir les bulbilles qui vont être donc dans le pied, mais, enfin dans la terre du moins, et on peut avoir des rejets qui sont directement déjà grands en fait à côté de la plante mère, donc on va pouvoir choper les deux et tout mettre du coup dans de nouveaux pots, en tout cas pour les rejets. En ce qui concerne, donc pour les bulbilles, vous pouvez les mettre dans une boîte comme celle-ci, avec beaucoup d'humidité, comme vous pouvez le voir, on voit là bien la condensation un peu partout. L'avantage de ça, c'est que ça recrée un espèce d'écosystème, c'est-à-dire que là, en fait, dedans, il n'y a que de la sphaigne, et du coup, bah, les bébés bulbilles, donc bon là... il y en a quand même pas mal en vrai. Il y en a pas mal, je sais même pas ce qu'il y a, je crois qu'il y a de la Frideck, enfin bon, bref, il y a un peu de tout dedans. Ça, c'est vraiment le top du top. Cette boîte, ça coûte que dalle, surtout que vous pouvez sûrement en trouver genre à Jiffy, Farfouille ou les conneries comme ça. Vous achetez votre boîte, vous mettez de la sphaigne, vous plantez vos bulbilles récupérées du coup lors du rempotage au printemps, et ensuite vous allez avoir plein de petits bébés plantes qui vont pousser, et une fois qu'elles auront atteint une certaine taille, et surtout, parce que, attention, la taille c'est une chose, mais c'est surtout le système racinaire qui est important. Pourquoi ? Ça m'est arrivé de sortir des bulbilles, enfin en tout cas des bébés plantes en fait, déjà un peu grandes avec une jolie feuille, mais le système racinaire était vraiment très faible, avec des racines qui étaient vraiment limite inexistantes, enfin elles y étaient mais elles étaient nulles. Les plantes lors de l'acclimatation, elles n'ont pas survécu, du coup j'ai dû recouper, refoutre le bulbe dans la boîte, et pour certaines j'ai fait ça 3 fois, pour la même. Mais quand vous avez un système racinaire qui est du coup plus important, plus apte à récupérer les nutriments, votre plante va pousser beaucoup plus vite et surtout va s'acclimater correctement à l'environnement dans lequel elle est censée vivre plus tard, et non pas du coup dans cette boîte qui est quand même temporaire. Donc voici l'étape intermédiaire. Ça du coup, bon là elles sont encore en sphaigne, mais sphaigne à l'air libre. C'est vraiment la transition pour qu'elles puissent s'acclimater, et une fois que j'estimerai qu'elles sont assez fortes pour être dans la terre, je les mettrai du coup dans la terre, de sorte à ce qu'elles soient réellement dans un environnement correct en fait, enfin l'environnement définitif. Donc du coup voilà, ça donne ça une fois que ça grandit un petit peu. Donc là on va avoir déjà plein de petits bébés qui vont devenir des grosses plantes cet été, et du coup je suis très contente du résultat, et j'ai hâte de voir ce que les bébés qui sont donc dans la boîte vont donner par la suite, vu que comme je vous ai dit, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dans cette boîte. Je mets les bulbilles comme ça, mais elles sont tellement en vrac, il faut vraiment que je m'organise avec ça par contre, c'est vraiment un problème. Donc ce que je vous conseille, vu que moi je ne le fais pas, c'est de prendre peut-être plusieurs boîtes et de mettre par exemple chaque type, ou alors de les mettre par rangée, voilà, chose que je n'ai pas faite, moi j'ai tout foutu comme ça dedans. Et maintenant, je ne sais plus ce qui pousse. Enfin, à peu près, mais quand ça arrive, les feuilles, elles ont quasiment toutes la même tête, donc c'est un peu compliqué. Bon, bref, on s'en fout. Si, par exemple, vous avez une plante qui est vraiment très mauvais état, qui s'est fait attaquer, qui a une maladie, ou bon, bref, peu importe, qui est en train de crever, vous pouvez, avec les alocasias, vous permettre de tout couper et de reprendre à zéro, donc en remettant le bulbe dans une boîte. C'est ce que j'ai fait avec ma Frideck. Donc je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait l'unboxing, putain je l'ai acheté où la Frideck déjà, j'avais acheté donc une grosse Frideck chez Plante, une jolie taille avec je sais plus combien il y avait de feuilles, mais il y en avait pas mal, et qui est morte, voilà, à cause, je crois que c'était à cause des cochenilles ou des araignées rouges, ou peut-être même les deux en même temps. Je vous avais montré dans une vidéo il y a pas longtemps que voilà, j'avais coupé tout à ras du bulbe, donc il restait le bulbe, et quand je vous ai montré il y avait à peu près ça en fait de tiges qui étaient déjà en train de repousser. Voici déjà à quoi elle ressemble en très peu de temps, donc on a déjà quand même deux jolies feuilles. Celle-ci c'est la toute dernière qui vient de pousser, elle est absolument magnifique, elle est encore toute fine, elle est en train de se fortifier quoi, celle-là est déjà plus épaisse. Et elle a déjà bien son côté velouté que celle-ci a moins. Mais voilà, comme quoi il est toujours possible de récupérer une alocasia, même si elle a l'air complètement crevée. D'ailleurs, ma couprea que j'ai perdue, je l'ai mise dans cette boîte-là. J'ai tout coupé, je l'ai mise dans cette boîte-là. Et elle finira par repousser. La Black Velvet aussi, qui a très mal vécu l'hiver. Et le chauffage, c'est pareil, elle est partie dans la boîte parce que elle était en train de crever, clairement. Donc voilà,
On peut récupérer les alocasias, ce qui n'est pas le cas de toutes les plantes, donc surtout profitez-en, ne jetez pas votre plante. De toute manière, si vous pensez qu'elle est morte, tentez le tout pour le tout, coupez, mettez dans une boîte comme ça avec beaucoup d'humidité et de sphène. Et puis voilà, si ça repousse tant mieux, si ça repousse pas, au moins vous aurez essayé. Une chose aussi que je vais rajouter, c'est que les alocasias aiment vraiment beaucoup être regroupées entre elles. Former une espèce de petite famille d'alocasias, c'est très important et elles vont vraiment se sentir mieux et pousser beaucoup plus. Maintenant, on passe à l'entretien. Alors l'entretien des alocasias, ben, ça va être un peu comme les monstera finalement, c'est-à-dire qu'on prend un petit chiffon humide de temps en temps pour justement débarrasser les feuilles de la poussière et enlever potentiellement les parasites. C'est-à-dire qu'en fait, en nettoyant, vous allez pouvoir apercevoir si vous avez des parasites qui ne sont pas forcément visibles toujours quand on retourne notre feuille. Donc bon, voilà. Nettoyez bien vos feuilles. Si vous laissez trop de poussière sur vos feuilles, ça va bloquer la photosynthèse et donc la croissance de votre plante, tout simplement. Si jamais vous avez des parasites. En ce qui concerne les araignées rouges, j'ai fait une vidéo spéciale pour ça. Parce que ce sont vraiment les plus grosses exterminatrices de mes plantes. Du coup, je vous ai fait une vidéo, je la mettrai donc dans le petit i. Et si vous avez par exemple les cochenilles, qui sont aussi la deuxième cause de génocide de mes plantes, vous prenez de l'alcool à brûler et vous allez du coup passer votre chiffon avec de l'alcool à brûler sur votre feuille. Et ensuite vous allez doucher le feuillage, un petit peu comme avec du coup les araignées rouges, histoire de vraiment dégrossir et enlever le max. Et vous pouvez toujours repasser un coup de chiffon juste humide avec de l'eau pour vraiment débarrasser le max du max du max. Et surtout écraser les cochenilles. Écrasez-les au préalable. Pour éviter que les parasites arrivent, il faut éviter de foutre la plante genre à côté d'un chauffage ou d'une source de chaleur, à savoir que même un frigo par exemple ça émet de la chaleur, donc on évite les sources de chaleur à côté des alocasias et aussi des courants d'air. Elles n'aiment pas les courants d'air, pas du tout. Et c'est surtout que ça peut potentiellement aussi faire voler les petits bordels là qui vont venir se coller dessus. Donc on évite aussi les fenêtres pour les alocasias. Mais bon, après de toute façon, si elles ont envie de venir, elles viendront, donc peu importe les précautions que vous prenez. Le mieux, c'est de vérifier régulièrement quand, par exemple, vous pulvérisez votre feuillage le soir ou le matin. Généralement, on le fait le matin quand même, mais bon, vous pouvez le faire le soir si vous voulez. En vrai, ça change pas grand-chose. Vous retournez votre feuille, vous checkez bien si elle est en très bonne santé, s'il n'y a pas de taches. Et surtout, si voilà, vous passez votre doigt, il n'y a rien. Les cochenilles, elles sont blanches, donc ça se voit très facilement. Les araignées rouges, ça se voit un peu moins. On va plus aller checker justement ici ou vers là, s'il y a des mini-toiles. C'est comme ça que vous allez vraiment pouvoir vous apercevoir s'il y a des araignées rouges ou pas. Bon, bref, je vous ai mis la vidéo, vous avez qu'à aller la regarder. En ce qui concerne le terreau, j'utilise exactement le même que pour les monstera, donc je vous mettrai la photo que j'avais mis dans l'autre vidéo. Donc on est sur de la chips de coco, de la fibre de coco, le terreau pour la plante d'intérieur, et je rajoute aussi donc de la perlite ainsi que du terreau pour cactus. Pour le côté un peu sableux, il a quand même plus... Enfin, je trouve qu'il... Bon, bref, ça marche très bien, donc voilà, je fais comme ça et ça marche. Moi, perso, je fais ce mélange-là tout simplement parce que du coup, il est plus riche et il est drainant. Voilà, il est important que les plantes, elles soient pas comme ça, là, dans leur terre, enfin, que les racines, elles soient pas genre compressées avec la terre. Elles ont besoin de place pour pouvoir pousser, donc le fait d'avoir déjà de la perlite, ça va aérer un petit peu tout ça. La chips de coco aussi, la fibre de coco, bon bref, voilà, ça fait un mélange qui est très riche et très drainant, et c'est ce qu'il faut pour ce type de plante là, donc les alocasias. Pour l'entretien en été, moi je les douche, donc pas forcément parce qu'il y a des parasites dessus, mais tout simplement parce que ça reste des plantes tropicales et que les alocasias ont besoin d'avoir justement cette espèce de reproduction de leur climat naturel. Et les douches, du coup, permettent de faire un semblant de pluie tropicale. Donc, du coup, vous pouvez prendre vos plantes, vous les douchez. Vous les noyez pas, bien évidemment, vous protégez un petit peu le pot. Sinon, vous allez vous retrouver avec des cadavres après. Mais, voilà, vous les douchez, vous les mettez sous la douche, vous laissez surtout bien égoutter. Et après, vous pouvez les repositionner là où elles étaient de base. Maintenant, on s'attaque au problème des alocasias. Alors, on va déjà parler des feuilles. Par exemple, si vous avez des feuilles d'alocasia avec les bords marrons ou des taches marron, on est clairement sur un manque d'humidité et ou, c'est et/ou, une motte déshydratée. C'est-à-dire que là, il va vraiment falloir arroser votre plante, mais ne pas l'inonder non plus. Hein. On ne vous demande pas de la noyer, juste d'hydrater la motte. La meilleure façon, à mon sens, d'arroser une plante sans la noyer, sans faire la connerie du débutant que tout le monde fait, perso je l'ai fait aussi,
c'est de prendre les plantes, vous voyez, comme celle-ci. C'est pas vraiment le pot le plus adapté parce qu'il y a de la sphaigne dedans, mais c'est pas grave. Et en plus, même pas parce qu'il n'a pas de trou, donc je dis une grosse connerie. Vous voyez, par exemple, sur ce petit philodendron que j'aime beaucoup, vous avez des trous en dessous du pot. Vous prenez un saladier, vous positionnez votre pot à l'intérieur avec de l'eau, et la plante va boire juste ce dont elle a besoin. Vous allez pouvoir même voir le niveau de l'eau du saladier qui, du coup, qui va baisser. Et quand ça s'arrête, bah, vous êtes sûr que votre plante a bu ce qu'elle avait besoin, donc vous pouvez sortir la plante du saladier, la laisser s'égoutter quand même un petit peu pour enlever l'excès d'eau, et ensuite vous pourrez la repositionner. C'est pour moi la seule façon d'arroser une plante sans la noyer, voilà, clairement. Et si jamais vous partez, vous pouvez utiliser, j'en ai déjà parlé plein de fois, les bulles. Ça, voilà. Ce genre de bulle là, bon là elle est pleine de terre et elle est vide, donc mes plantes ont potentiellement soif. Vous mettez de l'eau à l'intérieur, vous plantez directement dans le pot, donc avec sans abîmer les racines, évidemment, hein, ça tombe sous le sens. Et ça va vous permettre aussi de savoir quand votre plante a soif. Pourquoi? Parce que si vous venez d'arroser votre plante, que la motte est bien hydratée, ça ne se videra pas, d'accord? Maintenant, si la motte est déshydratée, comme c'est le cas actuellement pour d'ailleurs toutes mes plantes, parce que je vois que la bulle de l'anthurium est vide aussi, elle va se vider au fur et à mesure, voilà. C'est-à-dire que la plante va prendre ce dont elle a besoin dans cette sphère-là. Si c'est vide, il faut arroser, tout simplement, voilà. Donc lorsque les feuilles, elles se déforment, c'est parce qu'il y a trop d'eau, en fait, tout simplement. Donc bah là, il va falloir laisser votre plante tranquille, d'accord? Et surtout, vérifier quand même votre bulbe assez régulièrement pour pas qu'il soit pourri. À la limite, si vraiment il y a ça, vous vérifiez votre motte. Si c'est vraiment complètement détrempé, vous enlevez la terre, vous gardez une petite partie et vous la mélangez avec de la terre sèche et en fait vous refaites un nouveau substrat en fait tout simplement de sorte à ce que ça s'équilibre en termes d'humidité et voilà, d'hydratation de la motte. Les alocasias elles ont aussi une particularité, c'est que quand vous avez un excès d'eau aussi, vous avez des feuilles qui peuvent pleurer. C'est-à-dire qu'en gros, on va prendre celle-ci, vous pouvez avoir des gouttes qui tombent et d'ailleurs qui tachent le parquet. Voilà, c'est très dur à faire partir. Je pense que c'est assez toxique. Je sais pas, mais je pense. Si ça pleure, c'est qu'il y a trop d'eau. Donc pareil, vous vous calmez sur l'arrosage. Il y a un autre truc aussi qui m'est arrivé, c'est les feuilles en virgule. Genre, c'était celle-là. C'était l'Alocasia zebrina. Toutes ces trucs, elles se sont retournées. Genre, en gros, ça me fait chier de la tourner. J'ai pas envie de la tourner. En gros, elle s'était foutue comme ça. Voilà, toutes ces feuilles, elles étaient comme ça. Donc là, moi, c'est ce que j'appelle la virgule. Et donc, bah là, c'est pareil. Donc, c'est trop d'eau. Faut rempoter aussi. Vous pouvez aussi avoir des taches sur les feuilles. Ça, généralement, c'est un problème de température. C'est-à-dire qu'en gros, si c'est en dessous de 15 degrés, vous allez potentiellement du coup avoir des taches sur les feuilles, mais elles vont tomber aussi. Et les taches, ça peut être aussi dû à une brûlure de soleil, donc elles sont un coup de soleil, quoi, clairement. Donc bah, vous la déplacez, tout simplement, hein, ou alors vous mettez un rideau, ou j'en sais rien, mais bon bref, vous protégez votre plante du soleil, comme j'ai dit plus tôt. Les alocasias détestent. Si vous avez des feuilles jaunes, c'est un manque d'eau ou un trop d'eau. Alors ça... Je sais que c'est complètement donc à l'opposé, mais c'est à vous après de savoir. Vous, de toute façon, vous allez savoir. J'ai une monstera dans ma chambre qui a beaucoup de feuilles jaunes et c'est totalement ma faute parce que je l'ai oubliée. J'ai oublié de l'arroser, mais genre pendant un mois peut-être. Elle est pas du tout contente. Pourtant, une monstera, ça reste solide quand même. Hein. Et là, elle est quand même assez mal en point, donc je suis dégoûtée parce qu'elle est énorme en plus. Elle est bien belle, elle est bien grosse. Bon, là, du coup, elle est moche, elle est dégueulasse. Mais bon, du coup, voilà, je m'en occupe un peu plus, donc vous allez le savoir. Si vous avez des feuilles qui sont jaunes, mais que vous avez un arrosage qui est régulier et constant, c'est que vous arrosez trop. Maintenant, si vous avez des feuilles jaunes et que vous vous rappelez pas quand est-ce que vous l'avez arrosé, c'est qu'il est temps d'arroser très vite. Si vous avez les feuilles qui tombent ou des feuilles qui sont toutes molles, qui ramollissent, genre, c'est un manque d'eau. Ça, par contre, il n'y a pas d'autre solution, c'est un manque d'eau, c'est sûr. Si vous avez des feuilles avec des mini taches jaunes, je crois que j'ai... Il n'y en a pas une qui a ça, là? Non, bon, bref. Si vous avez ouais, des mini taches jaunes sur une de vos feuilles ou quoi, c'est qu'il y a des parasites. Donc vérifiez et faites le check dont j'ai parlé. Et le dernier problème qu'on peut avoir avec les alocasias, c'est les feuilles ternes. Feuilles ternes, c'est un manque de lumière. C'est qu'elle n'est pas placée là où il faut, il y a peut-être un peu trop d'ombre. Donc placez là où il y a un peu plus de lumière directe. Voilà, tout simplement.
Donc voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce qu'il y avait à dire sur les alocasia. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez besoin. Je vous rappelle que je ne suis pas une pro, je vous parle seulement de mon expérience personnelle et des choses que j'ai pu trouver du coup au fil du temps, des petits tips quoi, clairement. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager mes vidéos, ça m'aiderait beaucoup à progresser et surtout à me motiver à continuer parce que mine de rien, bah, YouTube ça prend du temps et voilà, et je passe quand même du temps aussi à faire certaines recherches pour certaines vidéos comme la précédente. Donc voilà, c'est motivez-moi en vous abonnant et en me soutenant et voilà, et comme ça je pourrai continuer à faire plein de vidéos. Et surtout n'hésitez pas si vous avez envie que je fasse une vidéo sur un thème en particulier, je suis ouverte à toute proposition. Donc voilà, moi c'est avec plaisir que je partagerai avec vous des nouvelles choses. Donc sur ce, bah, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao!